Mystery, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock. Excellemment raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, à la vôtre, de Joe Grenzebach. Combiné du téléphone, Paul Marcus éprouve un certain remords. C'est un inspecteur de police qui vient de l'appeler. Il l'a prévenu que les bureaux de la société Marcus sur la 5e avenue venaient d'être ravagés par un incendie. L'inspecteur a ajouté qu'un homme avait été trouvé mort dans les décombres. Il s'agit de Mike, le veilleur de nuit. Allongé dans son lit, Paul Marcus ne peut s'empêcher de songer à cet homme qui laisse derrière lui une femme et 3 gosses. Quel idiot, se dit-il. Je lui ai répété 20 fois de ne pas s'endormir pendant son travail. S'il avait fait son boulot correctement, il n'en serait pas là. En s'étirant paresseusement, Marcus songe qu'il enverra une énorme gerbe pour les funérailles de Mike. Il lui doit bien ça. En effet, même s'il est sincèrement désolé pour le veilleur de nuit, Paul est bien conscient que cet idiot lui a rendu un fier service. En effet, la mort de Mike éloigne définitivement tous les soupçons. Lorsqu'on a trouvé son cadavre, il tenait une pipe à la main. Ces imbéciles de policiers en ont conclu qu'il avait mis le feu par accident. Visiblement, l'affaire sera bientôt classée. Qui ira me suspecter? Se dit Marcus avec satisfaction. Qui ira imaginer que j'ai incendié l'immeuble pour toucher l'argent de l'assurance? Certainement pas ma femme en tout cas. La nuit dernière, avant de partir sur les lieux de son crime, Paul a glissé un somnifère dans sa tisane. Ainsi, elle dormait comme une souche quand il est sorti. Arrivé devant l'immeuble de la société, il a contourné l'immeuble et est entré par l'issue de secours pour éviter de croiser Mike. Il a inondé le rez-de-chaussée avec un bidon d'essence, puis il a lancé une allumette sur le seuil de la porte. Quelques minutes plus tard, tandis que l'immeuble s'embrasait, Paul se recouchait paisiblement auprès de son épouse Jenna. La matinée est déjà bien commencée. Paul Marcus se lève enfin. Vers 11h, il a rendez-vous avec l'inspecteur chargé de l'enquête. Simple routine. Ensuite, l'argent de l'assurance sera à lui. Alors qu'il se prépare à sortir, le téléphone sonne. C'est Henry Selnick, son plus proche collaborateur. Un type très efficace, mais qui manque un peu de finesse. Paul prend une voix désolée. Vous avez vu ce qui est arrivé, Henry? Ce pauvre Mike est mort. Quant à moi, je suis ruiné. Quelle tragédie. Oui, répond Henry. Oui, c'est vraiment horrible. D'un autre côté, il faut bien dire que cet incendie nous ôte une épine du pied. Et quand je dis nous, vous le savez bien, Paul, la boîte ne marchait pas très fort. Avec l'argent de l'assurance, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Sans vouloir vous offenser, cet incendie est plutôt un coup de veine pour vous, hein? Mais c'est ignoble ce que vous dites là, Henry. Vous n'avez pas le droit. À l'autre bout du fil, Selnick éclate de rire. Mais j'ai tous les droits, monsieur Marcus. J'ai absolument tous les droits. Et vous savez pourquoi, hein? Parce que j'ai tout vu la nuit dernière. Ben oui, j'étais là quand vous êtes sortis en courant. Paul se tait, horrifié. Henri a de nouveau un petit rire. Vous le savez, Paul, je suis extrêmement consciencieux. Ça vous a souvent rendu service d'ailleurs. Mais là, ça risque de vous jouer un mauvais tour. Hier, j'avais oublié un papier au bureau. Alors je me suis relevé en pleine nuit pour aller le chercher.
J'ai d'abord voulu passer par la grande entrée, voyez, mais ce fainéant de Mike n'est pas venu m'ouvrir, alors je me suis dirigé vers la sortie de secours. Et voilà. Personne ne vous croira, s'écrie Paul. Je suis connu, respecté, et vous n'êtes qu'un... Oui, je sais, un petit minable, c'est ça? Peut-être, vous me l'avez assez souvent signifié, mais savez-vous que le petit minable tient en ce moment entre ses mains le livre de comptes de la société Marcus? Et croyez-moi, quand les inspecteurs le verront à leur tour, ils auront quelques doutes. Paul se tait. Il ne sait pas quoi répondre. Il n'a jamais vu en Selnik qu'un petit besogneux sans intérêt. Et soudain, il a peur de lui. J'ai toujours gardé ce livre de comptes chez moi, poursuit Henri d'une voix tranquille. D'ailleurs, depuis des années, c'est moi qui tiens la société à bout de bras, pendant que vous tournez les pouces. Je travaille comme une brute. Et tout ça pourquoi? Pour un salaire de misère et pour supporter votre mépris. Désormais, Paul, il va falloir me traiter tout autrement. Combien? Murmure Marcus. Combien voulez-vous pour me laisser en paix? Henri laisse s'écouler un silence, puis il a un petit rire inquiétant. Vous n'avez pas compris, Paul. Je ne veux pas seulement de l'argent. Je veux aussi vous faire payer votre arrogance, votre vanité. Je vous ai beaucoup admiré dans les premiers temps où je travaillais pour vous. J'ai même conçu pour vous une sorte d'amitié. J'ai cru que ce serait réciproque. Et j'ai été déçu. Très déçu. Par exemple, vous ne m'avez invité qu'une ou deux fois chez vous, et encore, du bout des lèvres. Bon, je me rappelle encore la moue de votre femme quand elle m'a vu entrer. On aurait dit que je salissais votre moquette. Ensuite, moi, je vous ai invité plusieurs fois chez moi, mais vous n'avez jamais daigné venir. Eh bien, je vous ordonne de venir ce soir dîner dans ma modeste demeure. Je compte aussi sur la présence de votre femme. Mais soyez là à 8 heures précises. Je ne me sens pas d'humeur très patiente. Henri raccroche brutalement. Paul regarde longuement le combiné en se répétant « Fichu. Je suis fichu. Cette crapule tient la chance de sa vie. Je me suis trop souvent moqué de lui. Maintenant, il va me prendre jusqu'à ma dernière chemise. » Quelques heures plus tard, Paul et Jenna se préparent à aller dîner chez les Selnik. Jenna se regarde dans le miroir. En même temps, elle jette des coups d'œil furieux à son mari. « Je ne te comprends pas, Paul. Pourquoi as-tu accepté l'invitation de ce balourd? Nous avons déjà eu la bonté de le recevoir, il me semble que ça suffit. » Non, comme comptable, je suis sûr qu'il fait parfaitement l'affaire, mais alors, quel plouc! Et puis sa femme est si vulgaire. Je me demande quel horrible dîner elle nous a préparé. Tais-toi, Jenna, dit soudain Paul. Non seulement je veux que tu m'accompagnes à ce dîner, mais en plus, j'exige que tu te montres gentil. Henri est un garçon très bien, et pour tout dire, je le considère comme un ami. Et je te demande d'en faire de même. Jenna regarde son mari avec effarement. Un ami? Enfin, Paul, tu es devenu fou. Ce garçon n'a aucune éducation, il n'est pas du tout de notre monde. Non, non, je refuse. Tu ne refuses rien du tout, l'interrompt Paul excédé. Tu me suis et tu te tais. Elle hausse les épaules en quittant leur bel appartement de Park Avenue. Paul et Jenna sont habitués à côtoyer le meilleur monde. On les voit fréquemment dans les plus belles soirées new-yorkaises. Aussi sont-ils un peu perdus ce soir en roulant dans les ruelles tristes de la banlieue où vivent les Selnik. C'est Sylvia Selnik qui les accueille sur le seuil de son petit pavillon. Elle s'essuie la main sur son tablier avant de l'attendre à Paul puis à Jenna. « Vous nous faites beaucoup d'honneur, dit-elle.
Henri m'a prévenu seulement ce matin que vous veniez dîner. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais le repas sera très simple, hein? Paul et Jenna entrent dans le petit salon. Henri les accueille joyeusement. « Installez-vous, madame. Salut, mon vieux. » Jenna regarde son mari avec étonnement. Mais depuis quand accepte-t-il tant de familiarité de la part d'un adjoint? Paul s'assied avec gêne. Il ne sait pas très bien où veut en venir Henri, mais de toute façon, il n'a pas le choix. Les deux couples commencent bientôt à discuter. Inévitablement, ils parlent de l'incendie qui a ravagé l'immeuble et a coûté la vie aux malheureux employés. Jenna écoute distraitement. Les affaires de son mari l'ont toujours ennuyée. Soudain, Henri demande à sa femme d'aller chercher du whisky. Elle revient avec 2 verres, puis elle sert Paul et son mari. « Vous voyez, dit-elle modestement, je n'ai pas oublié. Vous, Madame Marcus, vous ne buvez jamais. Et vous, Monsieur Marcus, vous prenez votre whisky avec un filet d'eau minérale glacée. Lorsque je suis venu chez vous, j'ai remarqué ces détails. Je voulais vous recevoir convenablement le jour où vous viendriez. » Paul avale une gorgée de son whisky en souriant à son hôtesse. « Moi, je prends des glaçons, dit Henri. De tout petits glaçons dans de grands verres pleins de whisky. Je ne leur laisse même pas le temps de fondre. C'est juste pour leur refroidir. » Il vide son verre d'un trait et se sert bientôt une nouvelle rasade. Après 3 verres, il est à moitié ivre. Il parle avec un sourire ironique, en fixant longuement Paul. « Eh oui, cet incendie est un horrible événement. Mais je suis sûr que tu vas m'aider à trouver du travail. Pas vrai, Paul, hein? Peut-être même que je serais mieux payé qu'avant, hein? T'as toujours été si bon avec moi. Je sais que tu m'aideras à traverser cette mauvaise passe. N'est-ce pas? » Henri regarde Paul fixement. « Il me tient, se dit ce dernier. Il va me rendre la vie impossible. Il m'obligera à payer et à payer encore. Et il me menacera sans cesse de dire tout ce qu'il sait. » À la fin du repas, Henri est cette fois complètement saoul. Il boit son énième whisky affalé dans le divan. « J'ai passé une soirée merveilleuse. Il faut nous voir plus souvent. Désormais, j'aimerais que vous veniez dîner tous les mardis. » Jenna est effarée. « C'est très gentil, mais c'est une excellente idée. » L'interrompt précipitamment Paul. « Nous acceptons avec joie. » Bientôt, Sylvia raccompagne Jenna à la porte. Paul se lève pour la suivre, mais Henri le retient par le bras. « Alors, c'est entendu, hein? Vous viendrez tous les mardis. Et tous les mardis, tu m'apporteras $500. Sinon, je dirai tout. » Paul hoche la tête. Que peut-il faire d'autre qu'accepter? Il a trop bu, lui aussi, et il se sent mal. Soudain, ses yeux s'arrêtent sur le verre de whisky que tient Henri. Dans le brouillard de ses pensées, il entend les petits glaçons qui s'entrechoquent. Peu à peu, une idée lui vient, une idée si horrible qu'elle le fait frissonner. Il essaie de la chasser, mais plus tard, tandis qu'il roule vers son luxueux appartement, il n'arrive pas à écouter Jenna. C'est toujours la même pensée qui trotte dans son esprit. Il n'y a pas d'autre solution, se répète-t-il. Il n'y en a pas d'autre. Si je veux échapper à cet ignoble chantage, je dois tuer Henri. Maintenant, Paul a besoin d'un instant pour mûrir sa vengeance. Vous allez voir, elle n'en sera que plus cruelle. Paul Marcus a mis le feu à sa société pour toucher l'argent de l'assurance. Malheureusement, son adjoint, Henri Selnick, a vu toute la scène. Et depuis,
minable ne cesse de le faire chanter. Paul doit lui remettre une grosse somme mardi prochain. Le mardi suivant, Paul a eu le temps de préparer son plan. D'abord, il est allé rendre visite à David Allen. David est un très vieil ami, mais surtout, il est pharmacien. Et Paul a réussi à lui dérober un peu d'arsenic. Le mardi matin, Paul prend sa voiture très tôt pour se rendre chez les Selnick. C'est Henri qui lui ouvre. Visiblement, il est encore mal réveillé. Tant mieux, se dit Paul. Ma tâche n'en sera que plus facile. Je ne te dérange pas, demande-t-il à Henri. Non, marmonne l'autre. Non, entre. Le salon est en désordre. Il règne une odeur écœurante de tabac froid. Henri surprend la moue dégoûtée de Paul et il ricane. Ah, c'est moche ici, hein? Mais grâce à toi, je vais pouvoir me payer quelque chose de mieux. Et puis j'aurai une femme de ménage comme toi. Au fait, vous venez ce soir, j'espère. Justement, dit Paul, nous viendrons ce soir, c'est entendu. Mais je préférerais que ma femme reste en dehors de nos petites affaires. C'est pour ça que je suis passé ce matin, pour t'apporter l'argent. Il tire de sa poche une enveloppe. Elle ne contient pas 500, mais 5000 $. Il jette l'enveloppe sur la table. Henri la regarde avec avidité. Paul comptait sur cette réaction. Maintenant, Henri est trop fasciné par l'argent pour remarquer quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que 5000 $, se dit Paul. Si ça m'aide à me débarrasser une bonne fois pour toutes de cette ordure. Voilà, dit-il. Ce sont les 10 premiers versements, comme ça, nous sommes quittes pour un bon bout de temps. Henri, peux-tu me dire où sont les toilettes? Selnick fait un vague geste de la main pour indiquer le couloir. Il a pris l'enveloppe entre ses doigts et ne se lasse pas de contempler les billets. Regarde-les bien, se dit Paul. Regarde-les bien et surtout, profites-en vite, car ce soir tu seras mort. Marcus entre dans le couloir. Par chance, il n'y a personne. La femme d'Henri doit être sortie. Alors, il pousse doucement la porte de la cuisine. Il se dirige vers le frigidaire, il l'ouvre, puis il prend le bac à glaçons dans le freezer. Consciencieusement, il saupoudre les glaçons d'arsenic. Déjà, la poudre blanche se dissout contre la glace. Il est absolument impossible de la repérer. Paul remet rapidement le bac dans le freezer, puis il rejoint tranquillement Henri. Celui-ci a un sourire radieux. J'ai compté, mon vieux. Il y a bien 5000 $. T'as l'air d'avoir les moyens, dis-moi. Hein? Alors, je crois que je vais augmenter mes tarifs. Finalement, cette somme suffira pour, disons, un mois. Hein? Paul fait mine de protester, mais au fond de lui, les menaces d'Henri le font maintenant rire. Car bientôt, très bientôt, il sera débarrassé de lui. Le soir même, Paul et Jenna se préparent une nouvelle fois à dîner chez les Selnick. Je te préviens, dit-elle, c'est la dernière fois que j'y vais. La semaine dernière, le gigot de cette Sylvia était immangeable. J'en ai été malade pendant 3 jours. Mais promis, mon ange, dit Paul en l'embrassant, nous n'irons plus dîner chez eux. Mais ce soir, sois gentil. Fais un effort pour te montrer aimable. Jenna soupire en finissant d'agrafer sa robe. Et bientôt, les voilà de nouveau en route vers le petit pavillon des Selnick. Dès qu'il entre dans le salon, Paul cherche des yeux la bouteille de whisky. À un moment, Henri disparaît dans la cuisine. Paul Marcus s'attend à le voir revenir, un verre à la main. Il croit déjà entendre le délicieux bruit des glaçons qui s'entrechoquent. Mais lorsque Selnick revient,
Marcus se redresse avec inquiétude. Il a bien un verre entre les doigts, mais dedans, il y a du vin. Selnik ne va pas se mettre à boire du vin à l'apéritif juste aujourd'hui. Je prendrais bien un whisky, lance Paul d'une voix mal assurée. Je suis désolé, répond précipitamment Sylvia. J'ai oublié d'en acheter. Mais goûtez plutôt à ce Bourgogne. Il est délicieux, vous verrez. Tandis que la femme d'Henri lui met un verre entre les doigts, Paul sent les battements de son cœur s'accélérer. Il a l'air si bizarre que Jenna lui donne discrètement un coup de pied pour lui faire reprendre ses esprits. « Il faut que j'aille en acheter, dit-il en se levant soudain. J'ai très envie d'un whisky ce soir. » Jenna le regarde avec effarement. Elle tente de sourire. « Mais voyons, Paul, ça n'est pas si grave. Le vin des Selnik est délicieux. »« Non, il me faut quelque chose de plus fort, répond-il. Je reviens tout de suite. » Comme il est blême, il a vraiment l'air d'un alcoolique en état de manque. Henri éclate de rire. « Eh ben, dis donc, même moi qui suis plutôt porté sur la bouteille, je ne suis pas aussi accroché que toi. » Paul ne l'écoute même pas. Il attrape son imperméable, tandis que les deux femmes le regardent avec gêne. Quelques instants plus tard, il est dans sa voiture à la recherche d'une épicerie. Enfin, il en trouve une, et il achète la meilleure bouteille qu'il trouve. « Tu vas boire ça, Henri, se dit-il. Tu vas prendre un verre et avaler cet excellent whisky avec des glaçons. » Sur le chemin du retour, il a le temps de retrouver son calme. Il va devoir jouer la comédie. Il revient dans le salon en tenant la bouteille et dit d'un air penaud: « Excusez-moi, j'ai eu une journée vraiment difficile. Il a encore fallu que j'aille à la police pour parler de ce pauvre Mike. J'avais besoin d'un remontant. On va boire ça tous les deux, pas vrai, Henri ?» Il s'assied. Dans une sorte de brouillard, il voit Sylvia se lever et revenir avec deux verres. Il ferme les yeux. Elle pose un verre devant lui. Il boit goulûment une gorgée de whisky. Il écoute. Il écoute pour entendre le petit bruit des glaçons dans le verre d'Henri. Il écoute, mais il n'entend rien. Quand il ouvre les yeux, il voit Henri qui boit tranquillement son whisky. « Tu ne prends pas de glaçons ?» demande-t-il avec anxiété. « Et tu me disais que c'était meilleur avec des glaçons ?» Henri ne répond pas. Il continue à siroter son whisky sans rien dire. Paul a vraiment l'impression de se retrouver dans un mauvais rêve. Il tourne les yeux vers Sylvia, mais elle le regarde d'un air gêné. « Nous ne voulions pas vous le dire, monsieur Marcus. Vous êtes habitué à un tel luxe. Mais figurez-vous que cet après-midi, notre réfrigérateur est tombé en panne. Toute la glace a fondu.